On reprend le cours, mesdames et messieurs. Je vous demande d'accueillir votre prochain invité, s'il vous plaît, sur cette scène. Vous accueillez, s'il vous plaît, Madame Barbara Pompili qui vient nous rejoindre. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Barbara Pompili, merci beaucoup de nous rejoindre dans cette REF 20. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Depuis hier, nous rencontrons les différents membres du gouvernement. Vous avez en face de vous ces entrepreneurs qui font la France et qui font bouger l'économie. Ils ont hâte de vous écouter sur les sujets qui les concernent, bien sûr. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, très heureuse aussi de participer à la table ronde qui va arriver parce que c'est une table ronde qui évidemment porte sur des sujets qui me passionnent et surtout cette question centrale des liens entre écologie et économie au moment où nous nous apprêtons à présenter dans quelques jours le plan de relance du gouvernement. Je pense que nous sommes nombreux ici à partager une conviction simple. Écologie et économie sont désormais les deux faces d'une seule et même médaille. Décarboner nos modes de production, de distribution, de consommation est autant un impératif qu'une opportunité. Et cette conviction, je l'ai acquise au fil de mes années d'engagement avec des personnes qui sont présentes ici. Et elle est aujourd'hui la ligne directrice du gouvernement, mais aussi, je sais, de mes contacts nombreux avec des chefs d'entreprise, une vision partagée dans les entreprises que vous dirigez. Car responsables politiques ou dirigeants, salariés, fournisseurs, consommateurs ou citoyens, le changement climatique et plus généralement les atteintes à notre environnement nous obligent toutes et tous. Aucune activité humaine, aucun secteur, aucune entreprise ne peut détourner le regard de ce qui se joue en ce moment et chacun doit s'adapter à cette nouvelle donne. Et une chose est certaine, les entreprises qui réussiront sont celles qui auront pris suffisamment tôt et avec assez de force le virage de la transition écologique. C'est une attente de vos clients, de vos investisseurs, de vos employés, présents comme futurs, que vous retiendrez en étant attentifs sur ces questions. C'est une exigence de notre jeunesse, de vos enfants, c'est une condition de votre compétitivité présente et future, et ce sont aussi des nouveaux marchés, de nouveaux gisements de croissance. Les constructeurs automobiles de demain sont ceux qui prennent aujourd'hui pleinement le virage de la mobilité électrique. Les acteurs du BTP de demain sont ceux qui placent la rénovation écologique au cœur de leur activité. Les industries d'avenir, celles qui parviendront encore à recruter les ingénieurs les plus brillants et à proposer les biens conformes les plus attractifs, sont celles qui réduisent drastiquement leurs émissions de CO2. C'est pourquoi nous faisons le choix d'un plan de relance résolument écologique. 30% des crédits du plan de relance seront dédiés au verdissement de notre industrie et de notre économie. La crise sanitaire et économique a montré les limites de notre modèle actuel. Nous devons le faire évoluer pour renforcer notre résilience, diminuer nos consommations de ressources et notre empreinte sur le vivant. 30% du plan de relance, c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, c'est l'effort supplémentaire dont nous avions besoin pour viser le cap de neutralité carbone d'ici le milieu du siècle. Cet objectif que la France a inscrit dans la loi. Ces 30 milliards s'ajoutent aux 45 milliards d'investissements privés et publics que notre pays mobilise déjà chaque année pour le climat. Alors n'ayons pas peur des mots. Ce sont des moyens historiques qui vont nous faire franchir une étape très importante et sont une grande victoire pour l'écologie. Car ces 30 milliards vont donner l'impulsion décisive de la décarbonation de notre économie. Pour développer le rail, rénover nos logements, pour accélérer la décarbonation des transports, la transition énergétique, pour accompagner nos industries dans la décarbonation de leurs processus, pour accompagner la sortie du plastique à usage unique et promouvoir une économie plus circulaire, pour développer aussi l'agroécologie. En bref, pour construire l'économie de demain. Ces 30 milliards, ils vont bénéficier directement aux entreprises qui proposent des solutions pour la transition écologique. Je pense par exemple aux entreprises du BTP, aux équipementiers, les fabricants de pompes à chaleur, de matériaux de construction performants écologiques, les offreurs de solutions pour la gestion dynamique de la demande d'énergie, aux entreprises de l'eau, des déchets, et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive.
Le plan de relance visera également à positionner la France sur les marchés de demain, en soutenant l'innovation technologique dans le domaine du recyclage, du stockage de l'énergie, de l'hydrogène, etc., etc., etc. Il permettra d'améliorer la compétitivité de notre économie, la résilience et la souveraineté de nos modèles. En bref, d'accélérer la transition écologique de notre pays dans toutes ses composantes. Ces 30 milliards, ils vont aussi soutenir la nécessaire transformation de nos entreprises, petites ou grandes. En matière de transition écologique, l'ambition est nécessaire. Mais vous le savez, le diable se cache souvent dans la mise en œuvre opérationnelle. À un moment où il faut regarder les modèles économiques, identifier les verrous, les lever méthodiquement, bref, se soucier de l'efficacité, c'est ce que vous faites tous les jours dans votre entreprise et c'est ce que nous allons faire. Ce travail, nous allons le faire, mais nous l'avons déjà fait, par exemple sur la décarbonation de l'industrie. Avec Bruno Le Maire, nous avons travaillé avec des filières industrielles, l'ADEME, et conçu de nouveaux dispositifs pour favoriser le passage à la chaleur décarbonée. Nous y consacrons des sommes importantes dès 2020. Bien sûr, les PME bénéficient d'une attention particulière. Avec les diagnostics écoflux de l'ADEME, elles bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pour réduire leur consommation d'énergie, de matière, d'eau et leur production de déchets. Un plan plastique sera également mis en œuvre pour accompagner la sortie du plastique à usage unique, la recherche de solutions alternatives plus durables et l'incorporation de matières premières recyclées. J'ajoute que BPI France va renforcer ses financements de plusieurs milliards d'euros pour accompagner les green tech et la transition de toutes les entreprises. Les conditions sont donc réunies pour une accélération significative de la transition écologique. Il revient désormais à chacun de prendre sa part et aux entreprises de s'en saisir. Et je compte sur le MEDEF ainsi que l'ensemble des partenaires au contact des entreprises pour faire connaître les dispositifs et pour mobiliser les entreprises. Le plan de relance doit agir comme un déclic pour tous les acteurs économiques avec comme stratégie commune la décarbonation de nos activités. Ce sont les entreprises qui feront le succès du plan de relance et du verdissement de notre économie. Le deuxième élément structurant de cette rentrée, c'est la mise en œuvre des recommandations de la Convention citoyenne sur le climat, qui va constituer un puissant moteur pour accélérer la transformation de notre modèle de société. Alors rappelez-vous, c'est en avril 2019, à la fin du grand débat national qui succédait au mouvement des Gilets jaunes, que la décision de créer une Convention citoyenne pour le climat a été prise. 150 citoyens ont accepté de prendre sur leur temps personnel pour plancher sur cette question éminemment complexe: comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. 9 mois plus tard, 149 propositions en sont ressorties. Le président a décidé d'en retenir 146 en utilisant 3 jokers sur la taxation des dividendes, sur la modification de la Constitution et sur le passage aux 110 km/h sur les autoroutes. Donc nous soumettrons les autres à un processus de validation dans les prochains mois, après une large concertation qui est déjà engagée. Alors déjà, les premières mesures ont été prises en juillet concernant les chaudières à fioul, les terrasses chauffées ou la lutte contre la bétonisation des terres naturelles, agricoles ou forestières. Une première journée d'échange a également été organisée dès la fin juillet, permettant aux citoyens de la Convention de présenter leurs mesures, d'expliquer leurs objectifs à ceux qui vont contribuer à leur mise en œuvre, les collectivités locales, les parlementaires et les partenaires sociaux et patronaux. Ce premier échange, qui a été animé parfois, a permis à chacun de faire part de ses appréhensions ou de son enthousiasme, de dire ce qu'il faudrait ajuster ou ce qu'il souhaitait reprendre, voire appliquer avec plus d'ambition encore. Les prochaines semaines, qui vont être studieuses, doivent permettre d'approfondir ces travaux avec la mise en place de groupes de concertation thématiques en vue de l'élaboration d'un projet de loi dans les prochaines semaines. Le MEDEF, cher Geoffroy, sera naturellement associé à cette concertation avant la présentation du projet de loi issu de ces travaux en cours de l'automne et de son examen au Parlement début 2021. Pour conclure ce propos liminaire, je dirais que vous trouverez dans mon ministère un partenaire, vous l'imaginez bien, exigeant, attentif et bienveillant. Un partenaire d'abord, car vous trouverez toujours dans les services du ministère et de l'ADEME l'expertise dont vous avez besoin pour monter et accompagner vos projets de transition écologique. Notre approche est résolument pragmatique. Nous nous sommes fixés des objectifs sur la transition écologique. Avec le plan de relance, nous nous donnons collectivement les moyens de les atteindre. Et s'il nous reste des verrous à lever, il y en aura certainement, eh bien nous les lèverons
ensemble. Un partenaire donc, mais attentif, car l'importance des moyens mobilisés par l'État doit se traduire par une véritable accélération de la transition écologique des entreprises. Les feuilles de route de décarbonation élaborées avec plusieurs filières industrielles en début d'année doivent être mises en œuvre. Les engagements volontaires, par exemple dans le domaine des plastiques ou de la biodiversité, doivent être tenus. Et de son côté, l'État jouera son rôle en renforçant la prise en compte des critères environnementaux dans ses appels d'offres et en développant, là où c'est pertinent, l'éco-conditionnalité des aides. Nous devons également intégrer les questions de gouvernance dans notre réflexion. Pour réussir, nous devons placer l'écologie en haut de l'agenda des conseils d'administration et des comités exécutifs. Je ne parle pas pour les éminents chefs d'entreprise, Jean-Pierre Clamadieu, Antoine Frérot, qui sont devant moi. Vos entreprises ont naturellement intégré ces enjeux depuis longtemps au plus haut niveau de leur gouvernance et dans leur raison d'être, mais il y a un enjeu fort à diffuser beaucoup plus largement ces pratiques. Aujourd'hui, il n'est plus possible, et je crois que tout le monde maintenant en est convaincu, de chercher uniquement la maximisation de la performance financière à court terme, sans considération pour les parties prenantes, et notamment la première d'entre elles, qui est notre planète. Il n'y a évidemment pas de solution simple en la matière, ça se saurait, mais il me semble que la modulation de la rémunération variable des dirigeants en fonction de la performance environnementale et sociale des entreprises, déjà mise en œuvre dans un nombre croissant d'entreprises, est un levier intéressant de mobilisation et d'alignement entre la stratégie et les incitations. Vous le voyez, ceux qui tentent encore, qui m'énervent beaucoup depuis très longtemps, d'opposer écologie et économie sont hors course. La décroissance et le déclin ne sont pas les seuls horizons d'une économie qui respecte son environnement et en intègre la finitude. Je le dis en sincérité devant vous, devant votre assemblée, faite de femmes et d'hommes habitués à relever des défis et à bâtir des fleurons, à diriger des champions. Vous le savez mieux que personne, entreprendre, c'est être visionnaire, sentir le vent, savoir pivoter quand les conditions de marché évoluent. En ce moment, la bonne stratégie, c'est de mettre l'écologie au centre de vos projets d'entreprise. Je sais pouvoir compter sur vous, toutes et tous ici, pour mettre au cœur de vos réflexions stratégiques et de vos actions la transition vers un modèle d'entreprise et d'économie plus durable. Donc je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je me réjouis de l'échange qui va suivre, qui certainement sera passionnant. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Peut-être quelques instants, approchez-vous de moi si vous voulez bien, chère Barbara Pompili, pour une photo avec Geoffroy Roux de Bézieux, le temps que l'on puisse aussi installer la table ronde qui va suivre. Madame la Ministre, Monsieur le Président, nous sommes ravis évidemment de pouvoir échanger sur ces sujets. Vous nous avez donné évidemment quelques thématiques fort passionnantes que l'on ne manquera pas avec les prochains invités d'aborder. Vous nous faites de rester pour participer à cet échange et l'on vous en remercie. Merci beaucoup à vous. Barbara Pompili, vous allez rester avec nous sur scène et je vais demander à Fabienne Lissa, que vous avez vu pendant 10 ans sur Bloomberg, sur i24 News également. C'est Fabienne Lissa qui vient animer ce débat. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. À ses côtés, Jean-Pierre Clamadieu, Antoine Frérot, Yannick Jadot, Christiane Lambert, Jean-François Julliard. Et Madame la Ministre reste à ses côtés. Venez vous installer, je vous en prie. Bonjour à vous. Chère Fabienne. Merci Nicolas. Le débat va être passionnant, merci. Il y a un an, ici même, la REF 2019 s'est terminée sur l'engagement de 173 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Il se passe des choses. Cette intuition selon laquelle les entreprises peuvent faire en sorte que l'herbe soit plus verte pour tous, s'est généralisée. Il s'est passé 2-3 choses depuis. Le Covid, l'heure est aux ruptures et le gouvernement, vous le savez, va annoncer dans quelques jours son plan de relance vert, dit-il. Mais les entreprises que l'on a arrêtées par décret et à qui on demande aujourd'hui de se relever, de courir le marathon, pour échapper parfois à court terme à un risque de défaut, mais aussi de se moderniser et de verdir, peuvent-elles tout satisfaire en même temps? Entre aspiration des peuples et exigences économiques, quelle sera la nouvelle frontière écologique? Pour en débattre, vous avez autour de moi, et j'ai la chance d'avoir à ma table, on m'a pris ma place, c'est pas grave, on s'adapte, Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie,
un groupe de 170 000 collaborateurs, 60 milliards d'euros. Antoine Frérot, PDG de Veolia Environnement. Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. Christiane Lambert, bonjour, merci d'être avec nous, présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole. Et Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, qui remplace au pied levé la patronne de Greenpeace Monde, qui suit les recommandations de l'Allemagne, qui déconseille de venir dans notre contrée, en Île-de-France. Alors Jean-Pierre Clamadieu, Engie a été l'une des premières entreprises du secteur de l'énergie à se défaire de ses centrales à charbon dans le mouvement engagé après la COP 21. La crise sanitaire que nous connaissons équivaut pour certains à une prise de conscience écologique. Mais Engie, depuis 5 ans, a déjà fait des mouvements, a pris des actions. Pour vous, c'est l'opportunité d'appuyer sur l'accélérateur maintenant ? Oui, je crois que c'est effectivement l'opportunité d'appuyer sur l'accélérateur. Ce qui m'inquiétait tout à l'heure en écoutant Barbara Pompili, c'est que j'aurais pu presque faire la même introduction qu'elle sur le fait que, au fond, je ne sais pas si c'est l'écologie qui doit venir au service de l'économie ou vice-versa. La réalité, c'est que les deux sujets sont effectivement, je reprends mot pour mot vos propos, les deux faces d'une même pièce. Donc effectivement, je crois que dans un groupe comme Engie, on est depuis longtemps convaincu qu'on ne peut pas se développer en ignorant notre impact sur la planète. Et on a pris très tôt, sous l'impulsion d'Isabelle Kocher, on a pris très tôt la décision de sortir de la presque totalité de nos activités de production d'énergie à base de charbon. On a aussi engagé une démarche qui est de dire il faut qu'on fasse deux choses, qu'on décarbone l'énergie que nous produisons, mais aussi que nous aidions nos clients, et c'est ça qui est probablement très original aussi, que nous aidions nos clients à mieux, ce qui veut souvent dire moins consommer d'énergie. Et nos clients, c'est bien sûr nos concitoyens, mais c'est aussi les entreprises, et c'est bien sûr les collectivités locales et les gouvernements, et ceci dans tous les pays du monde dans lesquels nous opérons. Et donc je pense que l'originalité d'Engie, c'est un engagement très fort autour de la décarbonation de nos sources de production, mais aussi une volonté d'accompagner nos clients dans une transition zéro carbone. Et oui, je crois que la crise est une occasion d'accélérer. Deux choses. Nous avons tous pris conscience, avec d'ailleurs un effet de sidération, de la fragilité de nos modèles économiques et sociétaux. Qui aurait pu imaginer le 1er mars que la moitié de l'humanité serait confinée quelques semaines plus tard? Qui aurait pu imaginer l'arrêt presque total du transport aérien? Qui aurait pu imaginer, je ne vais pas continuer cette litanie, mais nous avons vu, perçu l'extrême fragilité de nos modèles. La crise est sanitaire, aujourd'hui, demain elle sera climatique. La grande différence entre les deux, c'est que la constance de temps est différente. La crise climatique, elle vient progressivement. Nous avons encore le temps d'agir. Et il faut absolument le faire. Et oui, je crois que ce qui se passe aujourd'hui est l'occasion d'accélérer. Et nous savions, dès que cette crise s'est nouée, qu'il faudrait en sortir et que la sortie de crise supposerait des investissements importants des pouvoirs publics, un plan de relance. Et j'ai dit très tôt, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, Antoine tenait les mêmes propos, qu'il fallait que ce plan de relance ait un volet transition énergétique fort. Et moi, je me réjouis des chiffres qui ont été indiqués tout à l'heure. Oui, il faut que nous profitions de cette injection massive de crédit public en France et dans d'autres pays du monde, avec d'ailleurs un volet européen qui lui aussi est très important. Il faut que nous en profitions pour accélérer. Les énergies renouvelables ont montré pendant cette crise leur capacité à assurer l'approvisionnement du pays. Il faut que nous continuions à les développer de manière très enthousiaste, de manière très déterminée. Les particuliers, les entreprises ont perçu pendant cette crise qu'effectivement, ce que nous pouvions engager en démarche pour diminuer notre impact, pour diminuer nos consommations, il faut que nous l'accélérions. Et donc, moi, je me réjouis de voir le plan du gouvernement s'engager. Et je pense que pour nous tous, chefs d'entreprise ici, il y a un ballon à saisir. Alors on va le saisir différemment, selon nos métiers, selon nos capacités, selon la flexibilité dont nous pouvons faire preuve dans cette période. Mais il y a une super opportunité et il faut qu'on la transforme. Il faut qu'on transforme ce plan de relance et cette sortie de crise en une opportunité de nous rendre bien plus résilients
face à la prochaine crise qui sera climatique. Yannick Jadot, on analyse effectivement cette équation, l'économie au secours de l'écologie et vice-versa, hein, dans tous les sens. Vous venez de tenir votre université d'été chez ELV. Sur 70 panels, j'ai regardé, il y a 2 panels qui parlent de l'économie. Vous n'aimez pas beaucoup l'économie, les entreprises, c'est juste des vaches à lait. Je parle sous le contrôle de la FNSEA. Est-ce que l'écologie au secours de l'économie, c'est une équation que vous concevez ? Bonjour, merci Bonjour de et merci m'accueillir. d'être là. Merci de m'accueillir avec ces bons mots. C'est une question. Non, il n'y a pas de souci. On peut, avec la canicule, la sécheresse, le million de chômeurs supplémentaires potentiels, continuer, si vous voulez, les écolos, les hippies, rêveurs, et puis les patrons salauds d'exploiteurs, prédateurs, et qui vont chasser à coups de gros cigares le courlis cendré. On peut faire ce jeu-là. Je crois que ni vous ni moi n'avons intérêt à maintenir ce débat et maintenir cette simplification, cette caricature. On a une société qui vit des temps extrêmement difficiles, extrêmement traumatisés. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de peur dans la société, beaucoup de résignation, et qu'on a une responsabilité collective à sortir des simplifications, des caricatures. Alors, sur le fond, je vais vous dire le fond de ma pensée. La transition écologique ne se fera pas contre, mais avec les entreprises. Sinon, elle ne se fera pas. Si on perd... Soit tous les scientifiques nous disent qu'on a moins d'une dizaine d'années aujourd'hui pour faire la bascule. Vous avez des contraintes, vous avez des exigences, vous avez de formidables capacités de recherche, d'innovation, des compétences extraordinaires un peu partout, et il va falloir mettre tout ce potentiel au service de cette transition écologique. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les sujets qui se posent à la société aujourd'hui, Monsieur Clamadieu parlait de la résilience, et on a vu à combien la question du médicament, par exemple, on pourra en parler pour l'agriculture, pour beaucoup de sujets, on a besoin de relocaliser une partie des productions. On pourrait parler de la souveraineté. Quand j'ai rencontré le commissaire Breton, qui n'était pas encore commissaire, la première question que je lui ai posée, c'est Huawei ou pas Huawei? Pour moi, c'est un enjeu extraordinaire de souveraineté numérique, de souveraineté économique et donc de souveraineté démocratique. Quand on dépend du gaz russe pour nos importations, eh ben notre politique vis-à-vis des Russes devient compliquée. Quand on dépend de la Chine pour trop de secteurs essentiels, quand on laisse en Europe la Chine racheter des infrastructures essentielles, comment voulez-vous qu'à un moment, on défende internationalement nos valeurs à Hong Kong ou pour les Ouïghours? Et donc, si on n'a pas, nous, le capitalisme européen, le modèle social européen, ne sont pas les mêmes, et vous savez, parfois les critiques dures qu'on peut avoir, et légitimes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un certain capitalisme outrancier et financier, mais le modèle économique européen, social européen, n'est pas le modèle chinois, ça n'est pas le modèle américain. Et si on peut tirer l'opportunité de ce moment pour porter ensemble, à l'échelle européenne, un Buy European Act, ça c'est penser la relocalisation, c'est penser la résilience, c'est penser la souveraineté. Pas de faire du souverainisme et du nationalisme à la Trump, mais du souverainisme et de la résilience pour penser démocratiquement des processus de production, des entreprises, des innovations, des géants qui nous permettent de penser ces transitions. On n'a pas de politique industrielle européenne. C'est une aberration dans le monde d'aujourd'hui d'avoir 26 nationalistes, d'avoir 26 souverainismes industriels qui se font la compétition. Je vais finir. Si on peut avoir cette politique industrielle et mettre l'argent européen au service de cette politique industrielle. Et puis sur nos territoires, l'écologie, la force de l'écologie, c'est justement de se réancrer, de retrouver le contrôle de nos territoires. Avec, je sais que c'est aussi une position portée par le MEDEF. Moi, je me bats au niveau européen pour qu'on ait un Small Business Act. À l'américaine,
Travaillons pour favoriser à travers nos marchés publics les PME dans tous les secteurs qui sont les secteurs d'avenir. Il est aberrant que dans les marchés publics européens, on ne puisse pas choisir par leur contenu local les entreprises. Et on attend, moi je vais avoir, et je finis là-dessus, j'ai la responsabilité de la taxe carbone pour le Parlement européen. Sujet politique majeur. Il y a un risque gigantesque que la taxe carbone devienne la taxe Tobin. Un truc répété à longueur de temps comme un slogan, mais que ce soit jamais une réalité qui permette de protéger les entreprises européennes et de forcer nos partenaires commerciaux à être plus exigeants, plus ambitieux du point de vue du climat. Ayons ce débat ensemble avec les salariés, avec les entreprises, pour qu'on ait une belle taxe carbone européenne qui fasse de l'Europe un modèle industriel, un modèle d'entreprise et évidemment un modèle social et démocratique. Merci. Merci. Et je précise que ce ne sont pas des keynotes à la suite, hein. C'est bien un débat. On fait tourner la parole, si vous le permettez. Antoine Frérot, vous êtes le PDG de Veolia Environnement, 27 milliards de chiffre d'affaires, un groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets. Ce mot de taxe carbone, j'aimerais y revenir. On a connu en France ce débat du pollueur-payeur. Force est de constater que depuis lors, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que la taxe carbone, c'est une notion, une initiative que vous supportez, qui pourrait donner un nouvel élan à ce qu'on pourrait faire en termes de législation en la matière? Bonjour à toutes et à tous tout d'abord et merci de votre invitation. On n'en a pas beaucoup entendu parler depuis longtemps du principe pollueur-payeur, parce qu'il marche. Parce que chaque fois qu'on l'a appliqué, on a fait disparaître la pollution. La pollution, ça a un coût. Quoi qu'on fasse, même si on ne fait rien, quelqu'un le paye. L'idée du principe pollueur-payeur, c'est de l'incorporer au prix des produits ou des services de ceux qui ont fabriqué cette pollution. Mais le principe pollueur-payeur qu'on a appliqué largement dans notre pays pour l'eau il y a 50 ans, sur un exemple duquel l'Europe a appliqué à l'ensemble de l'Europe le même principe ensuite, il n'y a pas beaucoup de cas où la France a donné l'exemple au reste de l'Europe, ce principe il était complété par qui pollue paye, mais qui dépollue est aidé. L'argent récupéré de la taxe carbone ou de la taxe pollution était utilisé pour dépolluer. Et du coup, ça a aidé, on allait 2 fois plus vite pour que dépolluer coûte moins cher que polluer. Donc, on n'en a pas entendu parler parce que ça marche. Et bien évidemment, pour tous les types de pollution, ça marche, y compris pour les émissions de gaz à effet de serre. Et lorsque polluer coûte plus cher que dépolluer, tous les acteurs économiques dépolluent, puisque ça coûte moins cher et on est plus compétitif. L'internalisation de ce coût que quelqu'un paiera un jour, c'est la bonne manière que d'aligner les comportements dans le même ordre, à condition que cet argent, on l'utilise pour dépolluer et pas pour faire autre chose. Et je suis persuadé, même si au moment des gilets jaunes, la taxe sur le carbone avec l'essence, si on avait dit aux gens, ces sous, on va les utiliser pour dépolluer et vous aider à dépolluer ou à ne pas polluer, eh bien, ça serait passé. Donc, oui, je pense que c'est la bonne manière. Le problème, c'est que certains autres pays peuvent ne pas l'appliquer et donc faire une concurrence déloyale en polluant chez eux en étant moins cher. Parce que dépolluer, ça coûte un peu d'argent, il faut quand même le dire. C'est pourquoi, à une certaine échelle d'espace, et je pense que la bonne échelle, c'est bien notre Union européenne, il faut mettre aux frontières une règle du jeu qui impose la même redevance à ceux qui importent des produits et des services dans notre périmètre. Et je suis persuadé que tous ceux qui ont envie d'importer en Europe leurs services ou leurs biens, eh bien, rapidement joueront le jeu également pour ne pas avoir à supporter cette taxe, pour pouvoir être plus compétitifs et autant compétitifs que les Européens. C'est donc vertueux, non seulement à l'intérieur du périmètre où on le met, mais également pour le monde entier. Christiane Lambert, dans l'hypothèse où l'économie doit être effectivement autant que possible au secours de l'écologie, si on parle de l'agriculture, un acteur important de la transition écologique, est-ce que ça ne passe pas par la case recherche davantage? Est-ce qu'on vous donne les moyens, recherche agronomique, pour que cette équation que nous étudions aujourd'hui se concrétise? Merci beaucoup, merci pour l'invitation à Geoffroy Roux de Bézieux. Alors vous avez présenté les autres intervenants en K euros. L'agriculture, c'est production, transformation, 65 K euros.
65 millions d'euros, pardon. C'est 1,4 million d'emplois. C'est 54% de la surface française occupée par l'agriculture, dont la moitié en prairie. Donc oui, nous avons une responsabilité écologique importante et nous l'assumons, agriculture et forêt. Et j'ose dire que dans le débat agriculture-environnement, nous sommes en quelque sorte un secteur de solution. Nous sommes les refroidisseurs. L'agriculture, c'est le refroidisseur de la planète. Nous captons le carbone, nous produisons des énergies vertes de toutes sortes, du biogaz, du photovoltaïque, de la biomasse, des biocarburants, etc. Nous avons donc une capacité de refroidissement. Et je revendique que l'agriculture et les solutions agricoles pourront demain verdir l'industrie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'illustrations. Nous travaillons avec Veolia, notamment une convention pour réutilisation des eaux usées. Nous travaillons aussi avec Engie, nous travaillons sur toutes les énergies renouvelables. Alors oui, nous avons besoin de recherche parce que les solutions sont des solutions d'innovation. Le digital, le numérique, la recherche variétale, la recherche génétique sont des solutions dont nous avons besoin. Quand, par exemple, cette année, la consommation de produits de biocontrôle a augmenté de 80% pour remplacer peu à peu les produits chimiques de traitement des plantes, c'est parce que la recherche nous a permis d'y avoir accès. Et la grave erreur, probablement, du Grenelle de l'environnement, c'est d'avoir dit moins 50% de phyto sans donner plus de moyens à la recherche, en laissant les agriculteurs tout seuls pour se débrouiller. Par contre, pour être cohérent, il faut reprendre un certain nombre de choses qu'a dit Yannick Jadot, et je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de European Business Act. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de la taxe carbone aux frontières, parce que nous sommes dans un secteur ouvert. Au niveau de l'Union européenne, nous avons un marché unique, tout circule. Et quand des pays européens n'ont pas les mêmes règles que les agriculteurs français, nous perdons des parts de marché, ils gagnent, nous fermons des exploitations et des usines chez nous et nous importons de l'alimentation qui vient d'ailleurs. Il y a un mot très important qu'il a prononcé aussi et qui a été pour les agriculteurs un déclic très important, c'est la souveraineté. Quand le président de la République a dit le 12 mars à 20h20, il faut repenser notre souveraineté. Confier notre souveraineté alimentaire et sanitaire à autrui serait folie. Importer de Chine toutes nos solutions médicaments, c'est une folie. Idem pour l'alimentation. La chaîne alimentaire a tenu pendant le confinement parce que l'agriculture française est solide, robuste, résiliente et parce que l'innovation, y compris des industries agroalimentaires, et il y en a beaucoup ici, ont permis de savoir produire, transformer, stocker des produits stockables, savoir même emmener 500 tonnes de blé et de riz et de sucre au Liban en une semaine. Ça, la France sait le faire parce qu'elle a une agriculture robuste. On le doit à la PAC, on le doit à une politique diplomatique et tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Et moi, je m'inscris en faux contre les procès faciles et les oppositions stériles. L'agriculture serait contre l'environnement. Nous serions les ringards et ils seraient les modernes. Non, les agriculteurs ont intégré les problématiques environnementales. Nous trions nos déchets, nous réduisons nos antibiotiques, moins 40% en 5 ans. C'est énorme, aucun secteur l'a fait. Mais nous sommes dans un pays où très souvent on parle plutôt de ce qui va mal que de ce qui va bien. Alors comme beaucoup parlent de ce que fait mal l'agriculture, moi j'ai envie de parler de ce que l'agriculture fait bien. Et on fait beaucoup de choses positives. Et merci de me permettre de le dire devant vos dirigeants. Merci. Jean-François Juliard, vous êtes le directeur général de Greenpeace France. Vous avez entendu comme moi la ministre de la Transition écologique. On attend les détails la semaine prochaine. Mais enfin, le plan de relance, on s'attend globalement à une enveloppe de 100 milliards, dont 30 milliards pour la composante verte. Ça vous convient ? Bonjour tout le monde. Alors, à écouter tout le monde, tout va bien et tout va dans la bonne direction et on est sur la bonne trajectoire. J'aimerais bien partager ce constat-là. 30 milliards, c'est pas mal quand même. Oui, 30 milliards, c'est pas mal, mais tout dépend ce qu'on en fait. Mais quand j'entends une agriculture qui refroidit, je suis désolé, je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Non, l'agriculture, c'est aussi un des principaux contributeurs au dérèglement climatique. Oui, troisième, c'est quand même un des principaux, c'est exactement ça. Donc il y a des formes d'agriculture, effectivement, qui contribuent à la protection de l'environnement, mais il y a aussi des formes d'agriculture, l'élevage industriel en est une, qui contribue à aggraver cette crise climatique, à aggraver cette crise environnementale. Quand je vous entends, M. Clamadieu, dire que Engie se débarrasse de ses centrales à charbon, tant mieux, c'est bien pour la communication d'Engie, mais ces centrales à charbon, on aurait préféré que vous les fermiez. C'est ça qui aurait eu un impact réel sur une baisse des émissions de CO2, parce que ces centrales à charbon, elles continuent de fonctionner aujourd'hui, elles ne sont plus opérées par Engie, mais en termes de transformation réelle, ça ne change rien. Donc tout ça pour dire que non, je ne partage pas le constat qui est fait là. La transition écologique, elle se fera avec les entreprises si on les y oblige.
Si on les contraint, ces entreprises, je suis désolé de tenir ce discours-là, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que les engagements volontaires des entreprises, qui sont ceux sur quoi on mise depuis des années, aujourd'hui n'ont pas amené la transformation réelle dont on a besoin pour faire face à l'urgence climatique et environnementale. Aujourd'hui, un pays comme la France, c'est moins 1% chaque année d'émissions de CO2. On est très très loin du compte. La France est loin d'être un pays exemplaire en matière de baisse des émissions de CO2. Donc ça prouve bien que cette stratégie sur laquelle nos différents gouvernements, tous confondus depuis des années, ont misé sur les engagements volontaires des entreprises, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de la contrainte, s'il n'y a pas de la régulation, s'il n'y a pas des lois pour faire en sorte que les entreprises participent enfin à la hauteur de leurs responsabilités, à la hauteur de la place qu'elles occupent dans l'effort collectif pour lutter contre le dérèglement climatique, alors on ne parviendra pas à faire face à cette crise climatique. Aujourd'hui, les entreprises échappent, par exemple, à toute contrainte liée à l'accord de Paris. Cet accord qu'on a signé il y a 5 ans maintenant, pendant la COP21, il n'a aucun caractère contraignant sur les grandes entreprises. Alors comment vous voulez qu'on parvienne à lutter efficacement contre le dérèglement climatique et à réellement baisser les émissions de CO2 si à un moment donné on ne contraint pas les entreprises à cet effort-là? Et donc ça veut dire qu'il faut en passer par de la contrainte. C'est bien ce qu'ont perçu les 150 participants à la Convention citoyenne pour le climat dont parlait Madame Pompili, quand ils demandaient une taxation des dividendes, par exemple. Ça part de cette logique qu'il faut aujourd'hui imposer des choses aux entreprises parce que les engagements volontaires ne suffisent pas. Et je termine sur un point, c'est que je suis étonné à quel point, parfois dans le monde de l'entreprise, et ce n'est pas un discours anti-entreprise que je dis, c'est que parfois dans le monde de l'entreprise, vous ne voyez pas à quel point les sociétés sont en train de se transformer. Vous n'avez pas vu la jeunesse se mobiliser pour le climat ou la montée de la jeunesse se mobiliser comme elle l'a fait ces 2 dernières années pour le climat. Et là, vous êtes en train là aussi de ne pas voir à quel point les attentes aujourd'hui des Françaises et des Français sont réellement en train de se transformer sur cette transition écologique. Il y a eu tout un tas d'études et de sondages ces derniers temps, et je termine là-dessus, qui montraient par exemple que cette proposition d'imposer des contraintes aux entreprises pour qu'elles soient enfin soumises à l'accord de Paris, c'est soutenu par plus de 80% des Françaises et des Français. Qu'aujourd'hui, à peine un tiers des Françaises et des Français pensent que le capitalisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique. Donc même sur le rapport qu'on a à l'économie, et encore une fois, ce n'est pas un discours anti-économie de dire ça, le rapport qu'on a à l'économie et les relations qu'on a avec le modèle économique tel qu'il est pratiqué dans nos sociétés modernes est en train de se transformer, et que les attentes des Françaises et des Français, elles sont en train de se transformer extrêmement rapidement et extrêmement fortement. Je vous donne la parole dans un instant, Madame la Ministre, mais puisque M. Clamadieu est interpellé, je donne la parole à Engie. On vous demande de gérer les centrales que vous fermez, même quand ce ne sont plus les vôtres. Et puis, c'est vrai qu'il y a des contraintes. Qu'il aurait fallu les fermer. Il a très bien compris. Et il y a énormément de contraintes. On demande aux entreprises aujourd'hui de reprendre le boulot, de s'occuper de leurs salariés, de s'occuper de leur transport vert, mais surtout d'aller à la conquête des marchés étrangers. Vous arrivez à satisfaire toutes ces demandes et sollicitations qui vous sont faites? C'est vrai, il y en a beaucoup. Non, mais je voudrais revenir sur quelques-uns de ces points. Alors d'abord, ce n'est pas notre responsabilité opérateur de décider de fermer ou pas une centrale. Je veux dire, dans les pays dans lesquels nous opérons, c'est le régulateur qui nous dit on peut fermer ou pas. Il y a des situations dans lesquelles on va fermer des centrales, d'autres dans lesquelles on les cède, mais c'est pas nous ne pouvons pas nous prendre l'initiative de décider de fermer une centrale qui généralement a un rôle dans le système énergétique du pays. Premier commentaire. Le deuxième commentaire sur lequel je m'inscris vraiment en faux, c'est le sentiment que les entreprises seraient des êtres hors sol qui soient complètement focalisés sur un sujet qui est le profit. Quand on a comme Engie 160 000 salariés et 70 000 en France, je peux vous dire que ces salariés, ils nous parlent. Enfin, ils nous parlent, ils échangent avec le management, avec la direction, et ils ont des exigences. Et quand vous parlez de la jeunesse, alors je ne sais pas si on a pris ou non conscience du mouvement qui a été lancé. Ce que je peux vous dire, c'est quand on veut attirer des jeunes dans un groupe comme Engie, les sujets, enfin, la raison d'être du groupe, l'affichage que nous faisons de notre volonté de contribuer à la transition énergétique et climatique, ce sont des facteurs d'attraction puissants de ces jeunes dont nous avons besoin. Nous sommes à la recherche de talents, comme probablement beaucoup de ceux qui sont ici. Nous avons besoin d'avoir dans nos organisations les meilleurs, des gens motivés, et ceux-là, ils sont très attentifs à ça. Donc les entreprises, et puis nous, sans parler de nos clients d'ailleurs, quand je rencontre un dirigeant d'un grand groupe client dans, je ne sais pas, l'automobile, l'aéronautique ou autre, les problématiques de changement climatique et la question de savoir comment nous, Engie, pouvons les aider est au cœur du débat, comme elle l'était d'ailleurs quand j'étais chimiste et dirigeant de Solvay. Donc,
nous ne sommes pas des gens qui serions complètement immunisés de cette demande de la société. Alors, est-ce qu'il faut des contraintes? Est-ce qu'il faut du volontaire? La réalité, c'est qu'il faut un peu des deux. Soyons clairs. Bien sûr qu'il faut de la réglementation. La réglementation, elle est nécessaire pour créer d'ailleurs la confiance avec un certain nombre de parties prenantes. Si des gens qui vivent auprès de nos installations industrielles vivent généralement bien auprès de ces installations, c'est qu'ils savent qu'il y a une réglementation, installation classée en France, et qu'il y a des inspecteurs qui sont là pour s'assurer que ces réglementations sont respectées. Donc maintenant, les engagements volontaires, et d'ailleurs quand on dit volontaires, ils sont souvent poussés par un certain nombre d'autres parties prenantes. Quand je fais des roadshows financiers, j'ai de plus en plus souvent des investisseurs qui m'interrogent, qui nous interrogent sur les engagements que nous prenons et la manière dont nous les réalisons et les vérifions. Et donc moi, je suis assez persuadé qu'un bon équilibre entre une réglementation claire avec une vision à moyen terme, parce que les entreprises peuvent faire beaucoup de choses dès lors qu'on leur dit dans 2, 5, 10 ans, voilà ce qu'on va vous demander de réaliser, et des engagements volontaires qui permettent d'aller plus loin, je pense que c'est un bon équilibre. Madame la ministre, puisque vous faites l'amitié de rester à cette table ronde, je vous transmets bien évidemment la parole. La dette publique de la France devrait atteindre 121% du PIB cette année, prévision du PIB moins 11%. Comment concilier la reconstruction écologique et la gestion des dettes publiques? Les plans de relance, c'est formidable, mais à moyen terme, à long terme, comment va-t-on faire? Est-ce que c'est soutenable? Ce qui n'est pas soutenable, c'est une économie et une planète qui se cassent la figure. Si on n'a pas une économie qui se redresse, si on n'a pas de l'emploi, si on n'a pas de l'activité, on ne pourra pas rembourser la dette. Donc, à un moment, il faut remettre les choses à l'endroit. Là, on a besoin d'investir massivement. On a besoin de construire le monde de demain. Et moi, je ne veux même plus rentrer dans la question incitation et répression. Je crois qu'il faut les deux, c'est comme pour tout. Enfin, je suis complètement d'accord avec vous. La carotte et le bâton, c'est vieux comme le monde. Il faut les deux, mais ça ne marche que si tout le monde s'approprie l'enjeu, que si on a conscience qu'on est tous dans le même bateau et que si on coule, c'est pas machin qui coule ou truc qui coule, c'est tout le monde. Et donc, pour pouvoir avancer, il faut que tout le monde s'y mette. Donc moi, ça fait très longtemps que je me bats pour qu'on réussisse à prendre conscience de ça collectivement et qu'on avance ensemble. On ne pourra pas avancer sans les agriculteurs, et en même temps, les agriculteurs ont besoin non seulement d'avancer dans leur transition, elle est en train de se faire, mais elle a encore des étapes à passer, et il faut aussi qu'on ait conscience de la vitesse à laquelle on doit aller. Parce que le problème, c'est qu'on a parfois tendance à se dire on innove, on avance, etc., sans tenir compte que le monde continue de tourner autour de nous. Et on l'a vu par exemple cet été avec les questions des sécheresses par exemple, qui montrent qu'on a besoin de s'adapter plus vite que ce qu'on s'adapte actuellement parce que les sécheresses très longues, les périodes de grandes précipitations, etc., vont arriver plus vite que prévu. Donc, comme ça arrive plus vite que prévu, il faut qu'on avance plus vite que prévu. Donc tout ça, on ne peut le faire qu'ensemble. Quand ce n'est pas compris, on se retrouve avec des mouvements de gilets jaunes qui bloquent tout. Quand ce n'est pas compris, on a la recherche qui ne suit pas, l'État qui a aussi son rôle à faire de pilotage. Moi, je l'ai vécu dans ma chair cet été, qu'il n'y avait pas eu assez de pilotage du suivi des lois. Donc chacun doit prendre sa part, mais à la grande différence de ce qui se passait il y a quelques années, moi je fais de la politique depuis longtemps, il y a quelques années, cette conscience de l'urgence, elle n'existait pas. Je crois qu'il y a un réveil qui s'est fait progressivement depuis quelques années et qui s'est accéléré avec la crise du Covid. Je crois que la crise du Covid a montré à quel point on était fragile et à quel point on avait besoin non seulement de limiter la vitesse du réchauffement climatique, donc en baissant nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, et c'est un deuxième point absolument essentiel, de nous adapter. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement limiter nos émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on s'adapte aux conséquences qui vont nous arriver sur la figure. Et donc ça, si on le fait chacun de notre côté en se tapant sur la gueule, pardon, excusez-moi du terme, avec des positions dogmatiques, on ne va pas s'en sortir. Donc là,
il faut qu'on avance ensemble. Merci. Et oui, on fera aussi des législations un peu plus dures, mais on sait aussi qu'on pourra compter sur tout le monde pour s'y mettre. Merci, Madame la Ministre. La question, Yannick Jadot, de la croissance économique, c'est pas un détail, c'est le cheval de bataille de certains écologistes dits décroissants. Je ne sais pas comment vous vous positionnez là-dessus. Ils sont convaincus que la recherche perpétuelle de l'accroissement des richesses est une menace pour les écosystèmes. Ils s'acharnent à démontrer que l'écologie ne peut être séparée d'une lutte contre le cœur du système économique. Est-ce que cette remise en cause de la société de consommation systématique, vous ne pensez pas que c'est ce qui empêche finalement la cause environnementale de se concrétiser plus vite? L'objectif, c'est de combattre les défis qu'il y a devant nous. On l'a dit, le dérèglement climatique, qui il y a encore 10 ans se disait c'est les générations futures, c'est les scientifiques qui nous alertent. Aujourd'hui, on est percuté. On pourrait parler de la pollution de l'air et nos enfants qui ne peuvent pas courir dans la cour, et je ne sais même pas, en plus, maintenant, ils vont avoir des masques. Donc, on est quand même face à des défis qui sont absolument extraordinaires. Moi, le débat croissance-décroissance, la réalité, c'est que je m'en fous complètement. Oui, mais il existe, je vous pose des questions. Non, je vais vous dire. S'il s'agit de décroître l'utilisation du carbone, c'est bon. S'il s'agit de faire croître le secteur de la rénovation thermique du bâtiment, qui, je le sais, pour travailler, y compris avec la Fédération française du bâtiment, avec la CAPEB et tout ça, ils ont le pied à l'étrier. Ça fait des années qu'ils ont le pied à l'étrier pour faire de l'isolation, pour faire de la rénovation. J'ai fait le Grenelle de l'environnement en 2009. On devait faire de la rénovation tous azimuts. Borloo avait sorti 120 millions d'euros pour faire le diagnostic sur tous les bâtiments publics. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul bâtiment public qui est rénové. Vous avez la certification RGE. Il y a de moins en moins d'artisans qui vont vers la certification RGE parce que les gouvernements passent leur temps à déstabiliser l'ensemble de la filière. Un coup, il y a les chaudières, un coup, il n'y a pas les chaudières, les fenêtres, pas les fenêtres. Au fond, à la fin, personne ne voit la stabilité, personne ne voit l'investissement. C'est un des secteurs majeurs. On parlait des gilets jaunes, des artisans, des PME, du bâtiment. C'est sur tous les territoires. Des énergies renouvelables, c'est de la valeur ajoutée et de l'emploi sur tous les territoires. L'agroécologie, c'est pareil. Alors, si vous voulez croissance, décroissance, on pourrait parler des pesticides. C'est génial pour la croissance, les pesticides. C'est lourd à produire, ça voyage. Après, vous devez dépolluer. Après, vous avez les maladies chroniques. Vous prenez l'agroécologie, ça fait beaucoup moins de croissance. Et pourtant, la betterave bio, elle résiste mieux aux pucerons que la betterave arrosée. Donc, si vous voulez, la question de la croissance et de la décroissance, même Sarkozy, il avait créé son système avec tous les prix Nobel, pour dire la croissance du PIB, c'est un objectif, c'est un indicateur qui peut être intéressant à un moment donné de cumuler les accroissements d'activité et tout ça, mais ça ne dit pas le sens de la société. Voyez dans quel état est notre société. Elle a besoin d'un projet partagé et on ne va pas faire, après les 3% de déficit budgétaire européen, la dette, on ne va pas jouer à dire si on a 1,5% de croissance, Macron repasse, si on est à moins de 1,5, il échoue. Ça ne peut pas être ça la politique. La politique aujourd'hui, c'est engager les ruptures. Et oui, si vous voulez, on peut jouer. D'un côté, il y a Trump et tous ceux qui sont dans le déni. Parce qu'évidemment, le climat, c'est le défi de l'humanité. Et s'inscrire dans une coopération internationale, les dictateurs ou les apprentis dictateurs n'en veulent pas. Il y a une deuxième solution. C'est de penser que l'écologie n'est qu'une contrainte. C'est des normes, c'est de la fiscalité, c'est des taxes et c'est de la contrainte. Et bien ça, si on n'a que ce point de vue-là, ça génère toutes les stratégies d'évitement. On se bat pour faire des normes Euro 6, on se bat pour faire des normes sur le CO2 des bagnoles, et à la fin, on a le Dieselgate et on a les SUV. On se bat pour mettre l'agroécologie au cœur du bazar, et à la fin, on revient sur les néonicotinoïdes dans les betteraves. Donc si on n'a que ces stratégies d'évitement, qui sont personnel. C'est moi, je ne vais pas le faire parce que mon voisin, je n'ai pas l'impression qu'il le fasse. L'Europe ne va pas le faire parce que les États-Unis ne le font pas. Les États-Unis ne le font pas parce que la Chine ne le fait pas. Si on n'est que dans cette stratégie de la contrainte, on n'est que dans des stratégies d'évitement, on ne rattrapera jamais notre retard sur la crise écologique. En revanche,
si on a les bonnes réglementations, et les bonnes réglementations, c'est forcément plus que ce que vous souhaitez. C'est forcément plus en matière d'écologie. Ça, c'est normal. Vous avez votre stratégie, et ben on va vous pousser plus loin que ce que vous pensiez pouvoir faire. Ça, c'est l'enjeu de l'urgence. Mais si on arrive à se dire que c'est un projet mobilisateur, évidemment, il y a de la réglementation, évidemment, il y a du plan d'investissement, mais le plan d'investissement, ce n'est pas essentiellement du financement européen. Parce que je peux vous dire que le premier euro du plan d'investissement écolo de ce gouvernement, on ne le verra pas avant la fin du premier semestre 2021. Ça doit être aussi le budget de l'État. Ah bah oui, je peux vous dire qu'on est dans les négociations européennes sur les 750 milliards. Je peux vous dire que le premier euro européen, il n'est pas arrivé. Donc on a besoin d'accélérer. On a besoin de vous pour accélérer. On est quand même, on a ces temps où encore une fois, chacune, chacun est à la recherche de sens dans l'entreprise, le sens du travail, le sens de la société, le sens de la solidarité, le sens de l'ancrage territorial. Eh bien, si l'écologie peut être cette façon de nous réconcilier entre nous réconcilier avec la nature, de nous réconcilier avec le futur, eh bien, on aura fait notre boulot. Merci. Vous avez parlé de betterave. Je suis obligée de me retourner vers Christiane Lambert, une filière sucre intéressante quand même, la betterave. 46 000 emplois. Ils ont failli disparaître lorsque, effectivement, les néonicotinoïdes ont été interdits. Ils sont aujourd'hui, heureusement, en vigueur parce que désormais, cette filière reprend un souffle. Comment concilier ces logiques? Tout le monde veut que ce soit plus vert demain, mais il y a la défense de l'emploi, il y a la compétitivité. Quelle est votre lecture, Christiane Lambert, de cette situation? Il faut concilier, et je crois que le plaidoyer de Yannick Jadot, même s'il dit quelques bêtises sur la betterave, mais on l'emmènera dans l'Aisne. Oui, mais ça, c'est pas un doctorat en betterave. Hein. Ça, c'est pas un diplôme en betterave. Hein. Pardon. Je suis né au milieu des betteraves. Oui, ben ça vous donne pas tout savoir sur la betterave. Voilà. Pardonnez-moi. Voilà. Alors, non, mais une aberration ou une bêtise répétée 10 fois ne devient pas une vérité, même si... Alors, quelle est votre lecture, madame? On avait gardé un discours poli. Soyons sérieux. C'est dommage parce que finalement, il a dit des choses intéressantes et là, tout d'un coup, il s'énerve et ça dérape. On donne pas de bons points. Je veux savoir votre analyse, si vous le voulez bien nous éclairer. Je dis juste que je connais la betterave. C'est mon pays. Je suis le pays de la betterave. Pas suffisant. Écoutez, moi, je vous invite le 12 septembre. Comme Xavier Bertrand, Emmanuel Macron, tous picards, tous betteraviers. Bah, n'empêche qu'ils ont failli disparaître. Madame Pompili a bien suivi l'affaire. Soyons sérieux 2 minutes. Quand dans notre pays, il a été décidé de supprimer le recours aux néonicotinoïdes, la France est le seul pays européen à l'avoir inscrit dans une loi. Aucun autre pays européen ne l'a fait. Sur 19 pays producteurs de betteraves, 14 ont déjà pris une dérogation pour pouvoir les réutiliser en raison de l'urgence sanitaire et de l'urgence économique. Est-ce que la France va laisser filer ces 450 000 hectares de betteraves? 0,5% sont en bio, Monsieur Jadot, 0,5%. Et elles sont aussi jaunes que les pas bio en ce moment. Je vous emmènerai les voir. Et les autres pays, par nécessité, ont dit non, on ne peut pas laisser filer notre autonomie et notre souveraineté sucre en Europe, donc on les réincorpore, on les réautorise pour un certain temps. Le ministre de l'Agriculture a pris une décision difficile, et moi je salue aussi le pragmatisme dans les commentaires de Mme Barbara Pompili récemment. Nécessité fait loi, principe de réalité. Il y a un problème, on n'a pas la solution. Est-ce qu'on laisse filer? On prend une décision, ça c'est l'écologie radicale. Ce n'est pas la vôtre, Monsieur Jadot, je crois. Dans les questions, vous êtes un peu challengé par l'animatrice. Il y a des verts foncés, vous n'êtes pas un vert foncé. Vous êtes un vert nuancé. Et en vert nuancé, vous comprenez bien qu'il faut concilier l'économie, l'écologie et le social. C'est la seule le vert nuancé. Pardon. Comme couleur, c'est quoi vert nuancé? Laissez-moi. Vous êtes un vert nuancé. J'ai mis du vert pâle pour que tout le monde soit d'accord, si on peut permettre la discussion de continuer. Alors, on va continuer et dire que quand il y a un aussi gros enjeu que celui-ci, pourquoi Tesser, Coca-Cola et un certain nombre d'industries agroalimentaires se sont installées dans le nord de la France? Parce qu'il y a du sucre. Les Belges, les Allemands qui ont recours aux néonicotinoïdes n'attendent qu'une chose. On arrête de produire en France, ils nous amènent le sucre. Donc on mangera toujours autant de sucre, il sera produit ailleurs, dans des conditions qu'on n'aime pas chez nous, mais il sera fait ailleurs. Donc il y a un principe de réalité quand même qu'il faut regarder. Et je ne vous cache pas que, vous vous en souvenez, c'est ce qui s'est passé pour les cerises. On perd les filières de production si on se fait des impasses plus fortes que les autres. Moi, je vous le dis tout net, l'écologie qui dit on interdit d'abord chez nous et les autres suivront
Quand les autres ne suivent pas, on est chocolat. On est des héros morts. Ben ça, c'est pas sérieux. Jean-François Julien, merci madame. Et donc, moi, je veux du pragmatisme et je voudrais... C'est vrai que c'est intéressant de dire les betteraves, machin, etc. Stop, quoi. Il y a des réalités scientifiques, il y a un institut de la betterave, il y a l'INRA qui cherche. On a besoin de 2-3 ans et c'est sous surveillance et les betteraviers s'engagent. La betterave n'est pas une plante mellifère. Une betterave, ça ne fleurit pas. Les abeilles n'y vont pas. Donc les abeilles n'auront pas de risque sur les betteraves, disons-nous-le aussi. Mais oui, mais c'est une réalité, monsieur Jadot. Ça vous embête? Mais c'est comme ça. C'est qu'au bout de 2 ans qu'elle fleurit. Voilà. Bon. Allez. Madame la ministre a suivi le dossier sur les néonicotinoïdes. Je lui donne la parole. Elle a été interpellée. Je viens tout de suite à vous. Oui, alors, donc, moi, je suis élue de la Somme. Je n'étais pas du tout une spécialiste de la betterave. Là, depuis un mois, je suis devenue spécialiste. Donc, je peux vous dire que, d'abord, sur les dérogations au niveau européen, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Ce n'est pas sur de l'enrobé, c'est sur de la pulvée et c'est sur des petites zones beaucoup plus petites. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus. Ce n'est pas le détail qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que cette affaire démontre un dysfonctionnement qui est un dysfonctionnement collectif. Quand on a voté cette interdiction, on avait 4 ans devant nous. En 4 ans, d'ailleurs, comme le dit Christiane Lambert, là, il faut 2-3 ans. Donc, en 4 ans, on avait le temps de faire le boulot. Et franchement, c'est un échec collectif. Les filières n'ont pas fait le boulot, l'État n'a pas fait le boulot, la recherche n'a pas fait le boulot, et à la fin, on se retrouve marron, et on doit prendre une décision qui est une décision très douloureuse, et encore plus pour moi, puisque c'est moi qui ai fait voter l'interdiction. Alors, maintenant, il ne faut pas que l'arbre ou que la betterave cache la forêt. C'est-à-dire que sur la baisse des pesticides, les biocontrôles ont augmenté de 80%, c'est très important. En écologie, on va avoir 90% des néonicotinoïdes qui sont interdits maintenant. Quand on a 9 sur 10, 18 sur 20 à l'école, on est un bon élève. En écologie, on est un mauvais élève. La transition, elle est en train de se faire, mais il faut qu'elle se fasse plus vite. Donc la leçon que je retire de ça, c'est que on ne peut plus se permettre de perdre du temps. Et donc là, nous, on va piloter ça pour que cette interdiction soit effective avec des solutions derrière très vite. Si c'est dans moins de 3 ans, c'est beaucoup mieux. Et je peux vous dire qu'on va faire pour que ce soit en moins de 3 ans. Et maintenant, arrêtons de croire que quand on vote une loi, on a résolu tous les problèmes. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'il y ait un pilotage et il faut qu'il y ait un travail de tout le monde. Encore une fois, si on ne se mobilise pas, on n'y arrive pas. Cet exemple-là, moi, je veux que ce soit le dernier. Jean-François Julien, certaines personnes disent qu'elles croient à l'État pour réconcilier la nature et l'économie quand l'entreprise le fait mal. Et beaucoup de gens, eux, croient à l'entreprise quand l'État le fait mal. Qu'en pensent les mouvements écologistes comme le vôtre ? De toute façon, tout le monde, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que tout le monde est nécessaire dans ce combat-là. Tout le monde doit participer à l'effort collectif. Seulement, le problème, c'est que tout le monde ne participe pas de la même manière à cet effort collectif. Et aujourd'hui, nous, on pense que l'État doit reprendre la main sur une régulation nécessaire des entreprises pour nous permettre de tenter de rattraper le retard qu'on a pris ces dernières années. Un autre exemple, Madame Pompili vient d'évoquer la question de la forêt, vient de citer le mot forêt, j'en profite du coup. Un sujet du moment, l'Amazonie est en train de brûler. L'Amazonie est en train de brûler parce qu'il y a une déforestation qui est notamment liée au fait qu'on va cultiver du soja, qu'on va ensuite exporter vers notamment les pays européens pour nourrir le bétail qu'on va finir par consommer dans nos assiettes. Donc c'est pour vous raconter en 10 secondes le lien qu'il y a entre la viande industrielle qu'on va consommer dans nos assiettes en France et dans les pays européens et la déforestation et les feux de forêt qui ont lieu en ce moment même en Amazonie. Nicolas Hulot, qui avait bien compris cet enjeu-là, a fait adopter pour la première fois, je crois que c'était le premier pays à adopter ça, et c'était une très bonne chose, une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, il y a 2 ans. L'an dernier, Emmanuel Macron lui-même, au sommet du G7 à Biarritz, reconnaît que la France, quelque part, à travers ses importations de soja, a une complicité dans les incendies en Amazonie. Aujourd'hui, alors on va voir Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État à la biodiversité, demain pour discuter de ça avec elle. Aujourd'hui, on en est toujours là. Et ça veut dire que s'il n'y a pas une très forte volonté politique pour aller plus loin sur ce sujet-là, on ne peut pas compter uniquement sur la bonne volonté des entreprises pour régler ce problème-là. Ça veut dire qu'il faut effectivement une forte dose de régulation pour faire en sorte qu'enfin on puisse stopper l'importation de produits qui occasionnent de la déforestation au bout du monde. Donc tout à l'heure on disait il faut la carotte et le bâton, il faut les deux, mais le problème c'est que pour l'instant on n'a pas les deux. C'est que pour l'instant aujourd'hui on a beau dire ça, la réalité est qu'aujourd'hui la contrainte elle est très faible, en tout cas trop faible face au caractère urgent de ces crises-là. Antoine Frérot, on a parlé de cas où ça n'a pas très bien fonctionné, comme la betterave. Parlons de l'eau. Le modèle de l'eau, vous connaissez parfaitement ce secteur, il a été défini il y a 40 ans.
et ça marche. Pensez-vous que l'on pourrait réussir une évolution de ce type dans l'agriculture en préparant cette table ronde, vous parliez notamment des tomates, qu'elles soient produites selon un mode de culture vertueux ou non. Aujourd'hui, pour le client, c'est pareil en termes de prix. C'est un petit peu bizarre. Je vais revenir sur les tomates, mais j'aimerais avant réévoquer le thème de notre table ronde. C'était la compatibilité entre économie et écologie. Et la keynote de Madame la Ministre, ce qu'a dit Monsieur Jadot, montre qu'il faut que ça soit compatible. Il faut qu'il y ait un cercle vertueux entre économie et écologie. Et du coup, je vais revenir sur le problème de la contrainte. Monsieur Julliard a dit il faut les forcer, les entreprises. Il faut les contraindre. Il faut réglementer. Et puis, Monsieur Jadot a dit si on reste dans la contrainte, point barre, on ne va pas aller très loin. Et le mot de régulation... On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout avec M. Jadot. Non, bien sûr. Mais le mot de régulation, vous venez de l'utiliser. Le capitalisme, il est régulé. L'économie de marché, elle est régulée. Le code du commerce, le code du travail, le code de l'environnement, ça existe depuis des années. Mais la régulation, M. Julliard, ce n'est pas que la contrainte. Il y a des mécanismes plus subtils que le bâton, ou même que la carotte. Celui qu'on a évoqué en début d'entretien, celui du principe pollueur-payeur et des pollueurs aidés, il sollicite beaucoup plus fortement que la contrainte ou la réglementation, la créativité de ceux qui peuvent imaginer des solutions. Et s'il y a quelque chose que les entreprises peuvent amener pour construire ce cercle vertueux entre économie et écologie, c'est la créativité. Ce sont de nouvelles solutions, de nouveaux services efficaces, permettant de résoudre les problèmes de l'environnement. Et donc, plutôt que la contrainte, bâtissons un système de régulation, et je suis bien d'accord, il n'y a pas d'économie sans régulation. Et dans une démocratie, primauté de l'économie et primat du politique. Mais de grâce, sollicitons les forces les plus vives que les entreprises peuvent apporter. Et ces forces-là, c'est la créativité. Et donc, pour solliciter cette créativité, un système plus malin, plus intelligent, celui qu'on a évoqué tout à l'heure avec Jadot, il est bien plus fort que la contrainte. Et je pense que c'est par là qu'il faut passer. Jean-Pierre Clamadieu, on termine de mot de conclusion. C'est intéressant comment concilier différentes exigences. Vous vendez à vos clients effectivement du gaz, du biogaz, mais pas seulement. Et puis en même temps des solutions d'efficacité énergétique. Parfois vous vous tirez un petit peu une balle dans le pied. Hein. Non, je crois que c'est un choix qu'on a fait de manière très claire et très lucide. Hein. Je pense que nous, effectivement, nous sommes producteurs d'énergie et dans le même temps, nous cherchons à aider nos clients à moins consommer. Et on a le sentiment que c'est effectivement un... Oui, Yannick Jadot a un petit problème de branchement de son compteur de gaz, mais on va essayer de le régler rapidement. Il y a de l'eau dans le gaz chez les écolos ? On va essayer. Oui, je crois que c'est une information intéressante. On va essayer de le régler rapidement. Non, mais à nouveau, je crois que c'est un choix qu'on a fait. Et ce choix, pour Engie, il est vertueux. Et ce choix, il permet au groupe de servir ses parties prenantes, nos investisseurs, nos salariés qui sont fiers de voir le groupe aujourd'hui engagé dans des démarches de cette nature, et il permet à nos clients de s'engager sur le voie, au fond, d'une meilleure résilience. Parce que qui dit moindre consommation d'énergie, dit résilience. Et moi, je voudrais juste rebondir sur le mot d'Antoine. Moi aussi, j'aime beaucoup le mot régulation. Je pense que le mot réglementation à tout crin, il faut des règles du jeu, on est bien d'accord. Mais il faut des mécanismes de régulation. Et ces mécanismes, ils sont souvent effectivement plus malins, plus sophistiqués, plus efficaces, et ils permettent d'aligner les énergies, au sens large du mot. Et je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ça. Dans la période extrêmement difficile que nous traversons, il faut que nous, entreprises, il faut que l'État, il faut que l'ensemble des parties prenantes se disent il y a un défi à relever, relevons-le ensemble. C'est le moment. Je crois qu'on a tous vécu l'impact très fort de cette crise qui est loin d'être terminée. Je ne veux pas dire plus jamais ça, ce ne serait pas le mot, mais rendons la planète plus résiliente. Je crois que nous en tirerons tous un bénéfice et je crois que nous avons tous une contribution à apporter. Je pense qu'en tant que dirigeants d'entreprise, nous sommes convaincus de ça. Il faut avancer et il faut avancer en essayant de travailler ensemble avec toutes nos parties prenantes.
Merci, on va être obligé de conclure autour d'un verre parce qu'une autre table ronde va nous succéder. Je vous remercie infiniment. On a bien compris que, et merci d'être tous venus, que le dialogue existe. C'est déjà une information et un grand pas. L'Union soviétique était morte des excès de son idéologie rouge. Notre Europe, je crois, doit se sauver des excès de son idéologie verte. Mais clairement, il faut avancer sur la cause verte. S'il vous plaît. Madame, est-ce que je peux finir Oui, sur une... madame. Alors, pardon. En une minute, S'il vous plaît. une action vertueuse, concrète. Je salue l'initiative du MEDEF de faire un congrès zéro déchet, zéro carbone. Bravo. L'année dernière, Merci, je l'ai madame. salué et j'ai souhaité participer. Cette année, nous avons travaillé ensemble, nos équipes ont travaillé, et avec Geoffroy Roux de Bézieux, nous allons aller planter des arbres ensemble le 25 novembre, parce qu'à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Et nous irons dans la Marne, où nous allons planter 4 km de haies pour capter 37 tonnes de carbone. On ne va pas les planter tous ensemble, on ira planter les 2 premiers, pour capter du carbone, pour compenser carbone le congrès du MEDEF. Ce sont des Merci contrats de beaucoup. prestation pour services environnementaux pragmatique, et par les agriculteurs. Merci, madame. Absolument. Ouais, mais vous pouvez pas comparer la transition écolo et l'Union soviétique. On peut tout nous a faire fait à les l'arrêt Khmers du verts. MEDEF, C'est un c'est ça qui est génocide. bien, on est Il y a libre. eu des millions de morts en Union soviétique. Et franchement, c'était pas un modèle écolo non plus. Nous, on est des démocrates et on est là pour montrer qu'un pays qui fait confiance à ses forces vives en matière d'intelligence collective, d'innovation et d'ambition collective, eh ben, c'est un beau projet de démocratie. C'est pas l'Union soviétique. Merci beaucoup Yannick Jadot, merci cher Fabien Lissac, merci mesdames, merci messieurs, madame la ministre, merci également de vos contributions.